Bienvenue à SOS Parents. Maman, je peux regarder un dessin animé? Votre bout de chou vous a certainement déjà posé cette question, car comme vous le savez, depuis fort longtemps, les dessins animés ont toujours fait partie intégrante du quotidien des enfants qui s'y abreuvent à peine les premiers mots prononcés, mais seulement ces images sont-elles bonnes ou mauvaises pour leur développement? Question en première partie de ce programme. Notre rubrique mots d'enfant est aussi au menu, ce sera aux environs de 21h35 et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent. Merci d'être avec nous sur DBS Télévision. C'est votre émission SOS Parents qui démarre à l'instant. C'est un programme pour vous parents ainsi que pour ceux qui participent au quotidien de nos adolescents. Ce soir, nous parlons des dessins animés et surtout de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le développement de nos enfants. Je vais tout de suite recevoir notre premier invité. Bonsoir, Monsieur Hilaire Goumla. Bonsoir Adi Poutou et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et surtout aux parents. Les enfants sont installés de plus en plus tôt devant le petit écran. Généralement, c'est pour regarder les dessins animés. C'est un constat. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Quelque chose d'assez simple. Les dessins animés, c'est attrayant, c'est beau, c'est joyeux, c'est festif, c'est détendu et ça permet à l'enfant de rester dans son univers, celui du jeu, celui de l'imaginaire. En fait, l'enfant est plongé de plein pied dans le monde qui lui appartient. Celui où on n'a pas d'emprise sur le réel et on se lâche. L'enfant est-il le même avant et après avoir visionné ces images? C'est un peu comme on dirait, est-ce que la marée, lorsqu'elle passe, c'est la même eau qui est passée? En fait, lorsque une situation nous arrive, on n'est plus le même. Maintenant, à savoir quel est l'impact que ça a provoqué et qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça a suscité. Ça, c'est l'interrogation plutôt sur laquelle il faudrait s'appesantir. L'enfant, lorsqu'il voit un dessin animé, est transformé parce qu'il est plongé dans un univers, dans un scénario, dans un jeu de couleurs, dans une histoire où il se découvre, où il se regarde, où il est animé en fait. Il n'est plus lui, mais il est plongé dans l'autre en fait, comme s'il était dans le rêve de l'autre, en train de se voir, de s'imaginer, de se vivre. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien ce soir? Très bien, merci. Vous avez fait un reportage sur les dessins animés servis au quotidien à nos enfants. Vous avez capté plusieurs avis. L'élément que je vous invite à suivre tout de suite a été réalisé avec le concours de Constantin Noudomki, Nicolas Olomocha et Cyril Nanty. Le dessin animé constitue sans doute pour les enfants la plus grande attraction du siècle. Initialement élaboré pour divertir et instruire, bon nombre sont pour ces petits une providence. Nous autres, on a été un peu inscrits parce qu'on regardait ces dessins animés. C'est pas mauvais de regarder les dessins animés, raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a une différence entre les enfants du village et ceux de la ville. Parce que le niveau d'instruction des enfants de la ville, c'est un peu avancé parce qu'à partir des dessins animés, là, ils parlent d'abord bon français. Contrairement à ceux du village qui n'ont pas notre moyen de distraction. Mais le constat est tel que le marché des fictions pour Bambin offre un visage tout à fait nouveau tant par sa taille que par son contenu. Cette industrie dont les productions étaient autrefois dispensées de tout soupçon, aujourd'hui comme pour bien d'autres requiert une censure, tant bon nombre recèlent des sous-entendus malsains. Une attention particulière à certains dessins animés laisserait désemparer plus d'un parent à la lumière de ce qu'il pourrait y découvrir. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a des programmes pour enfants qui font la promotion des grossièretés. Des propos malveillants, des mauvaises paroles, des gestes qui ne sont pas normaux, quoi. Des gestes qui n'accommodent pas notre milieu. Bon, donc aujourd'hui, il faut vraiment faire des efforts d'annuler certains et de proposer beaucoup plus de dessins animés qui vont enseigner à nos enfants. Et ce n'est pas le pire. Des scènes très osées à caractère érotique sont régulièrement greffées sur ce qui est a priori un programme pour enfants. La magie et bien d'autres formes de spiritisme y sont présentées sous un jour favorable. Il y a d'autres dessins animés qui ne sont pas
pour les enfants qu'on doit complètement éliminer. Par exemple, les domaines, certains dessins animés qui parlent des domaines érotiques, un peu de manque de respect, des paroles qui ne sont pas abondantes. Il y a certains dessins animés qu'on doit complètement annuler pour moi. La violence, quant à elle, est tout à fait acceptée par la société. Malheureusement, de plus en plus de parents trouvent inoffensives des séquences pleines d'agressivité. Bon, jusqu'ici, moi, j'avoue que je ne connais pas trop les dessins animés qui sont mauvais. Moi, c'est quand on parle de dessins animés, c'est toujours quelque chose qui distrait les enfants. Vous avez évoqué Sangoku, il y a de la violence. Voilà, Sangoku, c'est juste une distraction et on ne voit pas quelque chose de négatif et de louche dedans. Il y a la violence. Bon, au niveau de la violence... Bon, ça rend les enfants aussi actifs. Vous voyez que certaines vocations peuvent naître des dessins animés. Un enfant peut dire qu'il veut être policier demain parce qu'il a la passion de voir les âmes. Bon, c'est déjà une vocation, c'est bien. Il s'agit pourtant des enfants crédules, donc qui ajoutent foi à tout et qui pour la plupart ne savent distinguer la réalité de la fiction, des pseudonymes de ces héros, quoique sadiques que se donnent des enfants démontrent à volonté de ces derniers à s'identifier à ces personnages. Aux yeux des parents, c'est un engouement qui ne dure que le temps d'un épisode, mais l'influence des dessins animés corrupteurs sur la fibre morale d'un enfant et donc sur son comportement peut durer plusieurs années. Un enfant est membre d'une famille, laquelle est la cellule de base de la société. Aussi longtemps que des dessins animés sans censure auront droit de citer dans les ménages des socles d'une société de la relève et déjà voués au chaos seront solidement posés. Aux parents et au pouvoir public, des responsabilités sont reparties, une génération peut encore être sauvée. Vous faites le bon choix d'être avec nous sur DBS. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook via notre page DBS officielle. C'était là le reportage de Colin Bekatal. Est-ce que les dessins animaux que proposent les producteurs aujourd'hui sont vraiment inadaptés? Les opérateurs aujourd'hui sont vraiment inappropriés pour les enfants? Oui, en fait. On se rend compte que l'industrie du cinéma en général a réussi à dissimuler le vice sous le vernis, n'est-ce pas, du divertissement. L'industrie du cinéma a réussi à dissimuler le vice sous le vernis du divertissement. Et c'est une logique qui s'applique aussi à l'industrie, n'est-ce pas, du dessin animé. On a vu dans le reportage, c'était pas quelque chose qu'on pouvait dissimuler. La violence est présentée sous un jour favorable. Et autrefois, lorsque la violence qui est en soi n'est pas recommandée, on se rendait bien compte qu'elle s'arrêtait juste à une sorte de percussion. Ça veut dire que c'est un coup de poing qu'on assénait sur le vis-à-vis. Aujourd'hui, c'est une violence qui est assistée par, je dirais quoi, du spiritisme, du métaphysique. On se rend bien compte que certains dessins animés, j'ai pas le droit, n'est-ce pas, de devoir les énumérer par le nom. Dans certains dessins animés, on dit aux enfants qu'il est possible d'atteindre son vis-à-vis sans même toutefois se déplacer. Alors, on est déjà en train de mouler, de faire comprendre aux enfants que dans ces cas d'espèce, il est possible de communiquer sans se déplacer. Ça veut dire qu'on les prépare en quelque sorte au spiritisme. Ça, c'est le cas de la violence. Il y a un dessin animé qui met en scène toute une famille qui fait la promotion des mauvaises manières. Ça veut dire qu'on apprend aux enfants d'être mal élevés, à dire des grossièretés, à insulter un étranger. C'est-à-dire qu'un dessin animé qui demande combien est-ce que l'enfant a le droit de fouiller dans le sac d'un étranger sans toutefois qu'il soit blâmé. Alors, ce sont des choses que les enfants regardent et copient au quotidien. L'immoralité maintenant sur le plan sexuel, malheureusement, on se rend bien compte de ce que la chose n'est plus aussi dissimulée que ça. C'est vraiment très 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 grave, très désolant de savoir que dans notre contexte, il y a des enfants qui ont au moins une fois dans leur vie, de tout petits enfants qui ont une fois au moins dans leur vie, n'est-ce pas, assisté à une scène où, au mieux, un homme et une femme s'embrassent et au pire, deux individus de même sexe s'embrassent. Ça se passe dans nos salons. Nos opérateurs, n'est-ce pas, les livrent à nos enfants, malheureusement, aussi régulièrement qu'on ne saurait l'imaginer. C'est vraiment déplorable. C'est le lieu de faire savoir aux parents qu'il faut vraiment garder l'œil ouvert. À votre avis, l'impact est-il le même sur le garçon que la fille? Oui, forcément, l'impact est le même. Maintenant, la question est celle de savoir est-ce que ces industries ont davantage passé aux garçons qu'aux filles. A priori, on a cette impression. Parce que la violence
que tout le monde accepte. Malheureusement, on voit des parents qui regardent ces dessins animés aux côtés de leurs enfants. Ils en discutent, alors que ce sont des scènes qui préparent des enfants, n'est-ce pas, à être des gamins qu'on ne peut pas maîtriser. Alors, dans le cas des garçons, c'est la violence, parce que je me rends compte que même dans celles dont la thématique porte sur le sport, parce qu'on en propose de temps en temps, des rivalités frise la haine. Ce n'est plus une question de protagoniste, n'est-ce pas, à l'ère de jeu, mais des paroles et ce qui se dit, on se rend bien compte que ceux qui s'opposent ne sont pas seulement des adversaires de par le sport, mais sont même en mesure de se toucher, de s'affronter physiquement. Maintenant, pour ce qui est de la fille, je vais prendre le cas d'un dessin. Je disais tantôt, je ne vais pas énumérer le nom, mais c'est un dessin très attirant qui met en scène une fille très très belle, mais qui a des pouvoirs surnaturels, voyez-vous. Elle se sert d'une baguette magique pour se revêtir de n'importe quel corps, elle rentre dans n'importe quel corps, elle peut voyager sans... Ça aussi, c'est de la pratique du spiritisme, malheureusement. Alors, des enfants regardent, des enfants commencent déjà à s'imprégner de cette notion, voyez-vous, d'une vie surnaturelle, des possibilités qui sont en marge du rationnel, en quelque sorte. Et on ne peut pas imaginer de l'impact que cela pourra avoir, n'est-ce pas, chez ces jeunes filles. Alors, que ce soit chez des jeunes gens, des petits garçons ou chez des jeunes filles, on se rend bien compte que les industries ont un objectif qu'ils ont réussi à dissimuler. Eux, ils sont en mesure de décrypter. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils ont prévu ces scènes. Ce n'est pas un fait de hasard. Les victimes sont nos enfants et par extension nous-mêmes. Parce que ces scènes qu'on regarde, c'est des personnes, ceux qui les ont préparées, sont des personnes qui sont mieux averties, mieux aguerries que nous. Rien n'est fait par hasard. L'impact nous échappe aujourd'hui, mais peut-être pourra se manifester plus tard. On sera très très loin d'imaginer, de se rendre compte de la cause initiale, bien des causes initiales d'un comportement, voyez-vous, d'un enfant plus tard, alors que ce serait parti juste d'un pan de divertissement qu'on aura pris avec le moins de sérieux possible. Merci, Kole Mbekatal. Monsieur Goubla, je reviens vers vous. Les dessins animés sont censés contribuer à l'éveil et même au processus d'apprentissage des enfants. À quel moment cela devient un danger? Qui avait dit que c'est censé éveiller? Parce qu'il faut un peu remonter un petit pan de l'histoire pour comprendre que les dessins animés prennent leur essor à la Seconde Guerre mondiale, où les camps, les blocs, on va dire le bloc capitaliste, le bloc socialiste, chacun dans son pan devait justement asseoir son idéologie. Et pour asseoir son idéologie, c'est là où des grandes industries qui font dans le dessin animé ont pris naissance. C'est là où ils prennent leur racine. C'est dans cette disposition à œuvrer pour faire valider ce que le gouvernement, pour la politique du gouvernement, pour asseoir le peuple, pour que le peuple soit favorable à leur démarche. Donc, il y a d'abord cette racine-là qu'il ne faut pas nier dans l'éveil, dans la maturation, dans l'expansion du dessin animé. Il est vrai, par la suite, vu que les blocs, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, l'élément guerre étant dissimulé, il fallait maintenant retransformer le cadre. C'est pourquoi la partie éveil pour faire neutre, pour faire apaisant, pour faire accueillant, a pris corps. Et l'aspect divertissement est apparu. Il faut divertir. Et l'élément morbide, je dirais vraiment l'élément morbide, c'est au niveau du rire. C'est amusant. Vous voyez, quand vous êtes dans cet état d'euphorie, vous êtes vulnérable, vous êtes fragile. Et il est aisé dans ce moment, dans la dynamique subliminale, de réussir à vous envoyer des informations que votre cerveau à ce moment ne va pas appréhender. Dans le cadre de l'enfant, surtout l'enfant de 0 à 1 an, au niveau du développement du cerveau, c'est encore en état de... Ça se cherche. Les neurones ne sont pas encore véritablement formés pour dire qu'ils doivent jouer leur rôle. C'est à partir de 1 an, 3 ans, dans cet intervalle, que les neurones prennent véritablement corps pour jouer leur rôle. Et même dans ce cas d'espèce, il faut que les parents
les donneurs de soins, ceux qui veillent, ceux qui encadrent, ceux qui nettoient l'enfant, ceux qui donnent à manger à l'enfant, ceux qui portent l'habit à l'enfant, ceux qui portent au dos l'enfant, ces personnes doivent être capables d'accompagner l'enfant et de prendre soin véritablement de l'enfant pour que les données cognitives, affectives, sociales, les habiletés intellectuelles, le rapport à l'autre, ces éléments-là soient présents pour outiller l'enfant à faire face maintenant à ces dessins animés-là. Parce que l'enfant n'établit pas une distinction significative entre le réel et l'imaginaire. Et c'est le rôle de l'adulte qui accompagne l'enfant pour savoir réguler. Généralement, beaucoup de parents abandonnent, moi j'utilise bien le mot, abandonnent les enfants devant le téléviseur parce que au moins ça les apaise, ça les empêche de l'enfant là, de crier. Au moins qu'il est devant le téléviseur, il ne gagne pas. Vous voyez, on va donner un téléphone Android à l'enfant. Il joue avec, oui, ne dérange pas, comme on n'entend pas les cris, ça rassure le parent. Mais malheureusement, ça rassure le parent que l'enfant regarde quoi, qui se structure comment, qui se dépose dans quoi. L'enfant doit réussir, l'enfant n'est pas autonome, l'enfant n'est pas encore mature pour prendre de lui-même des décisions. Il a besoin que l'adulte, à côté de lui, l'aide dans le cadre des résolutions des problèmes, des pensées complexes qu'il doit développer, doit justement l'aider à se retrouver à l'intérieur de tout ça. Donc, le dessin animé vient avec un pan extraordinaire. Nous, on a vu Rahan, c'était extraordinaire, Rahan, fils des âges farouches, les dinosaures et consorts. Oui, c'était divertissant, oui. Mais, lorsque ces grands groupes valident un dessin animé, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Ils savent ce qu'ils veulent, quel objectif ils veulent atteindre. Pour nous, le grand public, et ce qui me paraît souvent malheureux, c'est que il faille que c'est aux parents, lui, de se débrouiller, lui, de s'outiller, lui, pour trouver des réponses à l'intérieur de ça et faire face à ces situations dans lesquelles il n'a pas été concerté ni concerné dans son élaboration. Donc, c'est pour dire divertissement, point d'interrogation. Il faut vraiment s'interroger si véritablement ce divertissement est si inoffensif que ça. Monsieur Goubla, vous entendez, les parents ne sont pas vraiment outillés pour, à leur tour, former leurs enfants à faire face à ces images. Malheureusement, beaucoup de parents ne sont plus présents à la maison. Et ça s'est vu un peu avec la période du corona, lorsque c'est arrivé. Ça s'est encore vu où beaucoup de pères, notamment, ont été surpris par l'attitude de leurs enfants, même des comportements à la maison. Parce qu'ils découvraient leurs enfants. On dit bien, leurs enfants, ils découvraient un paradoxe. Il dit, ils découvraient leurs enfants parce qu'on ne rentre presque jamais tôt à la maison. Généralement, on est sorti quand les enfants sont encore couchés et on rentre quand les enfants sont couchés. Donc, en fait, on n'est même pas en présence avec les enfants. On n'est pas présent auprès des enfants. Généralement, on préfère se réfugier malheureusement dans un bar. On dit au moins couper une dernière pour oublier les soucis. Les soucis ne s'oublient pas. Ils ont appris à nager. Ils sont devenus des grands nageurs. Prenez même des tonnes, même la sanaga. Ça ne va pas les empêcher d'être présents. Autant apprendre à s'asseoir et à regarder où est le malaise. Pour dire, voilà nos enfants qui grandissent. Voilà nos enfants qui demain deviendront des hommes, qui demain doivent prendre le relais. Si aujourd'hui nous ne sommes pas présents pour les accompagner dans leurs difficultés, pour les aider à faire le filtre entre le réel et l'imaginaire, il y a un dessin animé qui est très populaire actuellement. C'est avec, vous voyez, vous avez constaté que les bouchons de bouteilles disparaissent maintenant. C'est là, maintenant, vous avez constaté ça. Généralement, ils font leur tournée avec. Vous voyez, soit un enfant qui était d'un escalier, le premier, il saute de ses yeux, ça tombe sur le cinquième. Et ça ne paraît pas un problème. Et il recommence à l'infini. L'autre va se mettre sur le balcon, prendre la cave de son super-héros, se lancer dans lui parce qu'il se dit qu'il va voler comme son héros. Et voilà que malheureusement, l'impact c'est quoi? L'enfant tombe, formé à l'hôpital. La mère ou le père qui n'a pas pu avoir même ne serait-ce qu'un capital de 200 000 est obligé d'aller emprunter parce qu'il faut soigner l'enfant. À cause de quoi? Donc véritablement,
on a beau parler et autres, l'État, le gouvernement doit faire quelque chose de fort. Demander aux parents seuls d'agir, c'est insuffisant. Notre deuxième invitée nous a rejoint. Madame Micheline Samuel est avec nous. Bonsoir, coach. Bonsoir, Adi. Bonsoir, monsieur Ngoumela. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous allez bien ce soir, coach? Oui, super bien. Ça va bien. Chacun de nous, coach, a un souvenir quand même ces dessins animés qui nous ont bercés pendant l'enfance avec de belles images, de belles mélodies, de belles histoires, des légendes. Est-ce que de nos jours le contenu a changé? Oui, sûrement le contenu a changé. Quelqu'un de ma tranche d'âge, sûrement, il y a une grande différence entre les dessins animés de mon enfance et les dessins animés de maintenant. Oui, les contenus ont changé. J'avoue que je ne suis pas très dessin animé, ça c'est une confession. Mais les quelques fois où j'ai regardé ça, la première chose qui m'a frappé, c'est les gestes osés. C'est la première chose que j'ai constaté pour quelqu'un qui n'est pas trop dessin animé, les mains qui se baladent, les gestes inconvenants, les gens qui s'embrassent sur la bouche. Bon, c'est des choses que moi, dans mon enfance, je n'ai pas imaginé. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est le niveau de violence. Le niveau de violence est vraiment, vraiment élevé et pour mon cas qui ne m'expose pas trop à ça, vraiment j'étais touchée, j'étais bousculée de voir comment des enfants, d'accord, c'est le dessin animé, mais comment même dans le dessin animé, les gens peuvent être aussi violents. Et la troisième chose qui a attiré mon attention, c'est la réaction des enfants d'aujourd'hui face à tout ça. Pendant que moi, une maman, une grand-mère, je regarde ça, je sursaute, ça me fait mal. Mais les enfants sont zen, vraiment, ça ne leur dit rien. À la limite, c'est du genre, il n'y a pas assez d'action, il ne faut pas chercher un dessin animé où il n'y a plus d'action. Ça veut dire que les enfants même ont intégré ce niveau de violence, ce niveau de dépravation. Et vraiment, c'est urgent qu'on fasse quelque chose. Mais coach, comment est-ce qu'on en est arrivé là, à ces enfants qui regardent des violences sans toutefois se gêner et on redémonte? En réalité, j'ai failli dire un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Ça veut dire que lorsque vous faites quelque chose pour la première fois, au début, vous êtes hérissé, c'est pas normal, le corps n'est pas habitué, mais par un phénomène d'adaptation, petit à petit, le corps s'habitue à ça, et puis on ne trouve plus en ça un problème. Et comme on veut toujours des sensations un peu plus fortes, on essaye donc de voir qu'est-ce qu'on propose ailleurs, où il y a plus d'action. Je préfère appeler ça comme ça pour ne pas utiliser d'autres termes péjoratifs, mais c'est pour dire que en réalité, il y a eu un phénomène d'adaptation. Et d'adaptation en adaptation, dans le mauvais sens, on en veut toujours plus. La preuve, c'est que ça se répercute maintenant dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, vous voyez un enfant, il prend le bic et puis perce la main de son camarade, le sang se met à couler, mais c'est vous qui avez un problème. Lui, il dit la prochaine fois, ce sera le couteau, tu vas voir. Aujourd'hui, c'était seulement le bic. Donc, vous voyez, même dans la vie de tous les jours, les enfants commencent à adopter la violence et finalement, on va dans une société, comme mon copanéliste l'expliquait tout à l'heure, une société de monstres. On n'est plus des êtres humains. On va de plus en plus vers le mal. Vraiment, finalement, la fin du monde se dessine de plus en plus parce qu'on a l'impression qu'on perd les pédales. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Coach, est-ce que le problème aussi ne réside pas autour de l'âge des enfants, c'est-à-dire le contrôle parental? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez que je milite toujours pour le fait que c'est la responsabilité du parent d'éduquer l'enfant. C'est donc à la responsabilité du parent de mettre des choses dans l'esprit de son enfant. Il y a quelqu'un que je connais qui dit souvent que mon cerveau n'est pas une poubelle pour mettre n'importe quoi à l'intérieur. C'est tellement vrai. Il faut que les parents eux-mêmes commencent à comprendre que l'esprit de leur enfant n'est pas une poubelle pour mettre tout et n'importe quoi dedans. Ça veut dire qu'ils doivent se donner un minimum de peine pour contrôler qu'est-ce qui entre dans l'esprit de leur enfant. Parce que vous connaissez le proverbe qui dit tel on fait son lit, tel on se couche. Ça veut dire que plus c'est des choses violentes, plus c'est des choses sales, plus c'est des choses mystiques, les choses érotiques qui entrent dans la tête de vos enfants. Mais après, ne soyez pas étonnés qu'à 10 ans, on vous dit que votre petit garçon a essayé de violer la petite fille de 5 ans d'à côté. Vous criez au scandale dans votre famille, il n'y a jamais eu des choses de ce genre. C'est peut-être vrai, mais dans votre famille d'aujourd'hui, il y a ça et c'est entré chez vous par le téléviseur que vous avez mis à la maison et que vous ne contrôlez pas. Comprenez bien mon propos, le problème n'est pas le téléviseur. Le problème, c'est l'usage que vous en faites. Si vous utilisez le dessin animé comme la babysitter de votre enfant, il y a un problème parce que vous êtes occupé ailleurs. Vous ne regardez pas qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans la tête de vos enfants. Et je vous mets au défi. Si vous mettez un dessin animé violent, cachez-vous un peu, regardez la réaction de votre enfant.
Au début, vous allez voir comment il va froncer les sourcils. Quand il y aura une scène un peu, il va essayer de fermer les yeux, essayer de fuir un peu avec sa tête. Vous sentez que ça ne passe pas. Ça ne passe vraiment pas. C'est pour ça que les gens même qui ont créé ces dessins animés, eux-mêmes ont commencé à mettre moins 10, moins 15, moins 16. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, à moins 16, donc on regarde même encore les dessins animés à 16 ans, au point qu'il y ait moins 16. On me dit, mais toi tu es derrière, il y a même moins 18. Ça veut donc dire que, chers parents, sachez qu'il y a des dessins animés qui correspondent à des tranches d'âge. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez mettre les dessins animés, vous allez partir parce que ce n'est que le dessin animé. En réalité, c'est en train de mettre dans la tête de vos enfants des choses que vous-même, vous n'imaginez pas. Donc, pour répondre à votre question, oui, le contrôle parental est absolu, c'est incontournable. Monsieur Goumla, on ne peut pas se défaire des dessins animés, c'est une révolution et on avance, on va aller plus loin. C'est quoi un dessin animé adapté pour l'enfant? On peut voir contrôle parental, l'âge. Si on voit l'âge qui est mis, alors on peut dire le dessin est adapté. Mais je ne me limiterai pas à c'est adapté. C'est le parent qui est censé connaître qui est son enfant pour savoir ce qui est adapté, ce qui n'est pas adapté. La question va paraître un peu bizarre parce que quand on dit dessin animé, un peu comme l'un des intervenants dans le reportage, c'est savoir, c'est un dessin animé, ça distrait, ça éduque. Oui, il y a des dessins animés qui, lorsque vous voyez, ah oui, ça éduque, ça égaye l'enfant, ça, waouh. Vous êtes fiers de le voir et vous pouvez, en fait, vous relâcher parce que non. Mais, et c'est justement là, on joue autour de ce concept. Dessin animé, c'est pour les enfants. Et comme c'est pour les enfants, c'est inoffensif. Et comme c'est inoffensif, comment? Comme une boule de neige. Ça ne fait que comme c'est inoffensif, alors ça veut dire qu'on peut relâcher. Comment on peut relâcher? Ça c'est au moins qu'on dit on peut infiltrer. Et c'est comme ça que je reviens un peu à l'aspect historique que j'ai évoqué. Ou pour que les États-Unis, l'URSS, puissent justement asseoir leur idéologie, sont passés justement à travers ces vecteurs-là, pour permettre à ce que la population adhère à leur concept et se mobilise pour leur donner le pouvoir de pouvoir vaincre l'adversaire. Ça veut dire qu'en fait, l'idée de fond, c'est de pouvoir contrôler les mentalités. Il faut contrôler la manière de penser. Il faut contrôler la manière de raisonner. Pour que, justement, le raisonnement qui paraisse cohérent, qui paraisse viable, qui paraisse appréciable, soit justement le raisonnement qui entre en cohérence avec l'idéologie dominante. Et c'est là où, qu'est-ce qu'il faut-il faire? C'est une révolution. C'est dans notre contexte. On ne va plus dire, non, il n'y a pas de dessin animé, mais c'est pour dire, il faut aussi que les parents comprennent qu'ils doivent aussi entrer aussi dans une révolution. S'ils veulent affronter cette révolution, sinon ils vont se laisser absorber, ils vont dire, cette malheureuse phrase qu'on dit souvent, ah, on va faire comment? Ah, Monsieur Goumla, les épaules un peu comme pour dire. Dans ce contexte, est-ce que le parent doit jouer le gendarme? On a parlé de l'âge, mais est-ce que le parent, à chaque fois, on a une panoplie de chaînes de télévision, de dessins animés qui offrent les dessins animés aujourd'hui? Est-ce que le parent doit prévisualiser? Mais est-ce que cela est possible pour un parent de prévisualiser tous les épisodes, tous les épisodes? Le parent ne peut pas déjà, qu'il le veuille ou pas, il ne peut pas. Il y a c'est un canal qui offre le contrôle parental, qui permet justement de savoir quoi bloquer, quoi ne pas bloquer, quel type et ainsi de suite. Ça peut être un premier outil qu'on peut utiliser. L'autre, c'est l'éducation qu'on donne aux enfants. L'éducation, c'est est-ce que il y a moi j'aime bien cette table, parce que dans beaucoup de maisons, la table n'existe plus. Or, il y a les tables dans la maison, mais la table, dans sa dynamique symbolique, n'existe plus. Ça veut dire manger autour d'une table. Que les parents et les enfants soient assis autour d'une table. Ça veut dire ce moment de rassemblement, d'échange, où on peut discuter, où le père ou la mère peuvent échanger. Alors ça permet que les enfants comprennent que on est en train déjà d'accéder à quelque chose que papa n'apprécie pas, que maman n'apprécie pas. Pardon, il est mieux que... Et c'est là où le parent, même si à 100% ça ne va pas fonctionner, mais au moins il va déposer quelque chose de fort à l'intérieur de l'enfant pour que l'enfant sache quoi avancer. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'aspect propre à l'enfant. Comme je disais, 0-1 an.
c'est une phase où on peut complètement modifier la personnalité d'un enfant. Il y a 1-3 ans où on peut encore aussi agir, mais à partir de 3-5 ans, si les phases précédentes ont été bien moulées, alors on est au moins assuré d'une chose, l'enfant saura au moins que non, devant ce genre de choses, même si je ne me retrouve pas, c'est un peu flou pour moi, il faut que je me réfère à l'adulte. Et c'est ça qui va faire la différence. Il faut que je me réfère. Il faut que l'enfant entende qu'il a le droit de se référer lorsqu'il voit ou constate quelque chose qui fasse dissonance, qui n'est pas en écho avec la morale que justement papa, maman valident à l'intérieur de la famille. Monsieur Goumlab, quels sont les éléments sur lesquels les parents doivent s'appuyer pour outiller l'enfant dans cette tranche d'âge? Vous allez parler de 1 à 3 ans. Il y a d'abord ce qu'on appelle les soins maternels. Quand on dit les soins maternels, généralement ce n'est pas de dire bébé, il faut dormir, non. C'est l'enfant doit sentir qu'on est présent avec lui. Souvent, c'est un peu compliqué d'essayer d'expliquer, souvent c'est en situation réelle. Lorsque j'étais à la cantine, chez les prématurés, avec les mères, souvent je l'ai dit, la mère, je vais faire qu'un test simple. Je vais te montrer que l'enfant va s'attacher à moi plus qu'à toi. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, donne-moi l'enfant. Quand tu prends l'enfant, il y a une manière d'emmailloter l'enfant. Il y a une manière de caresser l'enfant. Il y a une manière de toucher l'enfant. Parce que l'enfant a besoin de sentir votre sensibilité. Or, cette sensibilité que vous donnez à l'enfant, l'enfant doit sentir que vous-même, vous ressentez ce que vous lui donnez. Et lorsque vous faites ça, et vous avez des mots chuchotés à l'oreille. Et ça permet que l'enfant, là, même s'il ne vous entend pas comme un adulte vous entend pour vous répondre, quelque chose résonne en lui et prend corps en lui. Vous déposez ce qu'on appelle les données affectives, les denrées affectives. Vous déposez quelque chose qui lui donne une force à l'intérieur. Parfois, c'est votre regard. Comment vous regardez l'enfant? Généralement, vous voyez, l'enfant est dans la couveuse. C'est un prématuré dans la couveuse. Vous voyez comment l'enfant est en situation de détresse. Vous êtes à côté, vous avez envie de casser parce que ça vous révolte de voir comment un si petit enfant est dans cette situation. Mais votre regard montre que vous êtes présent, que vous le soutenez. Vous voyez comment par le regard, vous le soutenez, alors que vous ne l'avez pas arrêté physiquement. Mais par le regard, vous le soutenez. Vous êtes à côté de lui pour dire, malgré cette douleur, malgré cette difficulté, je suis là pour toi. Et c'est là où beaucoup de parents, parce que c'est douloureux, beaucoup ont du mal à le faire. Mais ce sont des choses qu'il faut réussir à construire, réussir à bâtir pour que l'enfant, pour que le parent soit présent l'un avec l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement. Il faut construire cet attachement-là qui donne justement l'un à l'autre ce droit où l'enfant saura que peu importe ce qui arrive, même si je suis dans une situation qui me paraît délicate, difficile, je peux me retourner vers mon donneur de soins. Et ce donneur de soins saura me protéger. Coach, quelles sont les balises de sécurité que les parents doivent mettre pour protéger leurs enfants? La première chose, ça a été expliqué à suffisance ici, les parents doivent être conscients des vrais enjeux. S'il vous plaît, les choses sont plus graves que ce que vous pensez. Les dessins animés ne sont pas là juste pour divertir nos enfants. Ce n'est pas ça. Les enjeux sont de loin plus élevés que ça et vous devez en être conscient. Sachez que nous sommes en guerre et vous avez un grand rôle à jouer dans cette guerre pour protéger votre enfant contre les industries qui ne sont pas seulement les industries de divertissement, mais de grandes industries de marketing où on brasse beaucoup de milliards. Soyez conscients qu'il y a une guerre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que vous devez être équilibré. Vous savez, si on vend quelque chose qui tue directement les gens, personne ne va acheter. Ça veut dire que dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose de bien là-dedans. C'est à vous d'être assez mature, assez équilibré pour savoir prendre juste le bon côté pour votre enfant et laisser tomber tout le reste. Par exemple, dans les dessins animés, il y a un niveau de langage dans certains dessins animés. Il y a un certain niveau de langage que votre enfant gagnerait à avoir, au lieu d'avoir le langage ordurier que vous et moi savons très bien qu'il a. Donc, de ce point de vue, sachez prendre dans le dessin animé qu'est-ce qui est bien pour votre enfant et sachez mettre des limites. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être organisé. Mes amis, si l'enfant regarde les dessins animés
animé du matin au soir, dans tous les cas, il y aura quelque chose de mauvais qui va s'infiltrer là-dedans. Même si vous voulez faire le contrôle parental, vous n'avez pas le don d'ubiquité, comme je dis toujours. Vous ne pouvez pas être en même temps en train de chercher l'argent pour le nourrir, en même temps en train de contrôler est-ce qu'on a dit un mauvais mot, est-ce que la main a glissé pour aller où ça ne devait pas aller. Mais même quand la main a glissé, là, vous faites quoi? Vous zappez. Mais la main a déjà glissé, l'enfant a déjà vu. Et à l'école maternelle, il va aller mettre sa main dans le slip de son ami parce qu'il a vu ça à la télé. Donc, soyez organisés. Il faut qu'il y ait un temps pour ça. Quand ce temps-là est fini, arrêtez la télé, je vous en prie. Arrêtez la télé. Mettez-lui un livre entre les mains. La dernière des choses qu'il faut faire, c'est que proposez à vos enfants autre chose. Ne leur donnez pas l'impression qu'il n'y a que le dessin animé dans la vie, parce qu'il va rester là du matin au soir, il vous colle la paix, ça vous permet de faire autre chose. À un certain moment, enlevez-le du dessin animé, mais proposez-leur autre chose de ludique, quelque chose, autre chose d'éducatif, autre chose qui va les bâtir, dans lesquels vous-même, vous allez vous impliquer. Parce que n'oubliez jamais, comme je le dis toujours, c'est vous leur meilleur jouet. C'est vous, leur meilleure éducation, leur meilleur divertissement. Si vous êtes conscient de ces choses, on ne peut pas, on dit on ne repousse pas le progrès, on ne peut pas empêcher les dessins animés d'entrer dans nos vies, d'entrer dans notre quotidien, mais au moins on peut le gérer. Coach, vous avez parlé tout à l'heure des scènes pas toujours très adaptées pour les enfants. Comment faire lorsque l'enfant a regardé cette scène? Est-ce qu'il est question de juste zapper? Comment est-ce qu'on prépare l'enfant? Le parent n'a pas le don d'ubiquité, vous l'avez dit. Oui. Lorsque ces scènes passent, parce que généralement, on ne regarde pas de bout en bout, mais lorsque l'enfant tombe sur ce genre d'image, comment est-ce qu'on le prépare? Si vous savez que l'enfant tombe sur ce genre d'image, j'imagine que vous l'avez aussi vu. J'imagine. Si c'est dans ce cas, votre attitude va montrer à l'enfant comment est-ce qu'il faut prendre ça. Si par exemple vous fermez le visage, si vous faites un commentaire négatif, si vous zappez rapidement avec un geste de colère, l'enfant va comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas bien et qu'on n'accepte pas ça ici. Par contre, si vous faites un large sourire pour apprécier les formes de la dame, l'enfant va comprendre que c'est une bonne chose et la prochaine fois, il va encore regarder. Donc, la première chose, c'est votre attitude. La deuxième chose, c'est de vous informer sur la ligne, je vais dire la ligne générale du dessin animé dont on parle. Bon, on ne va pas citer les noms des dessins animés ici, mais plus ou moins, il est possible de savoir en gros de quoi parle tel genre de dessin animé et ne mettez que ça à votre enfant. La dernière chose, je le dis souvent, les parents commencent à oublier ça, mes amis, punissez les enfants. Punissez les enfants là sévèrement, qui comprennent qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Au début, ils ne vont pas dépasser parce qu'ils ont peur de la punition, mais plus tard, ils vont grandir. Si vous leur donnez l'impression que pour être moderne, on doit tout tolérer, à un moment, vous-même, vous serez dépassé par la situation. Donc, la plus grande balise, mes amis, punissez-moi les enfants là. Évidemment, on a déjà dit que la punition n'est pas la même pour tous les enfants. Il faut savoir à quoi il est sensible. Mais sévissez, que l'enfant sache que ici, si je fais ça là, j'aurai ma mère ou mon père sur le dos. Et à force de fuir le père ou la mère, vous savez, on dit que la crainte de la punition, c'est le commencement de la sagesse. Il finira par comprendre que finalement, papa ne voulait pas me tuer, il y avait du bon là-dedans. Donc l'idée générale, c'est de savoir que c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui prenez les décisions et imposez-vous chez vous pour que les enfants, plus tard, marchent dans ces balises, même quand vous ne serez pas là. Coach, que faire si l'enfant n'est pas très enchanté par notre choix en ce qui concerne les dessins animés? Doit-on complètement le décrocher de la télévision? Vous savez, c'est aux parents d'éduquer l'enfant. Quand vous préparez souvent le riz chez vous, l'enfant dit qu'il ne veut pas le riz. Vous jetez la mamie de riz à la poubelle, vous allez préparer le macabo. Mais apprenez-lui qu'il y a aussi le riz. Et c'est même une formation pour la vie. Vous savez, l'enfant est un être social. Comme je dis toujours, l'enfant ne vous appartient pas seulement à vous, il appartient à la société. Mes amis, dans quel monde les enfants vont vivre où on ne fait que ce qu'ils veulent? Dans quel monde où on ne va regarder que ce qu'ils veulent qu'on regarde? C'est à vous de les discipliner. Est-ce qu'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à faire? Si je vous demande à quand ça remonte, vous allez me dire que c'est à votre enfance. Parce que votre père et votre mère ne toléraient pas ça. Vous avez grandi en sachant qu'on ne tolère pas ça. Aujourd'hui, vous êtes adulte. Aujourd'hui, vous avez le choix. Mais c'est resté au fond de vous que cette chose, même quand vous voulez la faire, moi, dans mon cas, ça m'arrive. Il y a des choses avec toute la liberté que j'ai aujourd'hui. Lorsque je veux faire ça, j'ai l'impression que je me force à le faire et finalement, je laisse. Pourtant, mes parents qui m'ont appris ça aujourd'hui ne sont plus là. Donc, c'est pour dire qu'à un moment, imposez à votre enfant ce que vous pensez être bon pour lui, mais imposez-lui ça comme les fondations de sa vie. Vous comprenez? Lorsqu'il va grandir, en tant qu'être humain, il aura le choix, la liberté de choisir qu'est-ce qu'il veut être en tant qu'adulte et vous allez vous adapter. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette façon d'être là sera toujours empreinte de cette fondation, cette base que vous avez placée. Donc, lorsque l'enfant
résiste. C'est tout à fait normal parce qu'il est déjà exposé à d'autres courants. Mais si vous durcissez pour maintenir vos fondations à lui, il va grandir en étant le genre d'adulte qui dit que non, chez nous, on ne faisait pas les choses comme ça. Moi, je n'ai pas grandi en faisant ça. Et ça, ce sera votre plus grande récompense. Et c'est sur ce, coach, que nous allons marquer une pause pour parler d'autre chose, précisément de la fontanelle. Et c'est dans notre rubrique mots d'enfant avec la pédiatre Sandrina Mendonga. La fontanelle, c'est une partie normale du corps humain d'un nouveau-né. Donc en fait, c'est une partie qui se situe au niveau du crâne du bébé, qui délimite normalement les os du crâne. Donc à la naissance, habituellement, on en a deux qui peuvent être palpés. Il y a ce qu'on appelle la fontanelle antérieure et la fontanelle postérieure. La fontanelle antérieure est située à l'avant de la tête, juste on peut dire au-dessus du front. Et la fontanelle postérieure est située vers la nuque. En fait, ce sont des parties un peu molles, membraneuses, qui délimitent donc les os du crâne. Et c'est au fur et à mesure que le bébé va grandir que cette partie va s'ossifier, va devenir dure comme l'os normal. En fait, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une pathologie, c'est complètement normal. La preuve, c'est que, par exemple, ici en Afrique, les parents font de ça un mystère. Ils mettent du charbon, de l'argile, de deux côtés, ils mettent beaucoup de choses, de l'huile rouge. Et l'enfant, et ailleurs on ne le fait pas, et la tête de l'enfant finit par avoir sa forme qu'elle devait avoir. Pas besoin de faire des massages, il n'y en a pas besoin. Il ne faut pas que les parents fassent de cette partie un mystère. Parce que comme je dis souvent aux parents, est-ce que quand le bras grandit, vous dites que le bras grandit? Le bébé est né avec une tête avec des parties molles, mais c'est normal. En fait, on dit que la fontanelle sert même à aider le bébé pendant le processus d'accouchement. Parce que puisque c'est mou, les os du crâne peuvent donc être malléables et se déformer un peu pour que la tête de l'enfant puisse passer dans la filière génitale pendant l'accouchement. Maintenant, pourquoi le médecin peut observer la fontanelle de si près? Normalement, quand un nouveau-né naît, on prend son périmètre crânien, on prend le poteau de la tête. Il doit être, peut dire, normal. Mais si le nouveau-né a une tête un peu plus grosse que d'habitude, ça veut dire que peut-être il y a du liquide dans sa tête. Ça veut dire qu'il y a de l'eau dans la tête du bébé, peut-être pour un problème interne au niveau du cerveau. Là maintenant, les fontanelles peuvent être plus larges que d'habitude. Là maintenant, c'est déjà un problème. Donc en fait, la fontanelle n'est pas un problème, mais si l'enfant a un problème de maladie, ça peut se retrouver au niveau de la fontanelle. Par exemple, si un nourrisson vient en consultation et qu'il est déshydraté, il a fait de la diarrhée, quand le médecin va l'examiner, il va voir que la fontanelle est déprimée, elle est plus basse, elle ne bat plus bien comme elle battait. C'est normal que la fontanelle batte. Si le nouveau-né a une méningite, une infection du système nerveux central, la fontanelle peut être bombée et elle est dure. Là, on ne peut plus la déprimer quand on la touche parce que normalement, elle est molle. Il ne faut pas avoir peur de manipuler la fontanelle, de toucher la fontanelle quand on lave le bébé. Mais évidemment, il faut le faire avec douceur. Il n'y a pas besoin de masser, mais on peut bien passer la main sur la fontanelle en lavant peut-être les cheveux du bébé. Voilà. Il y a aussi d'autres cas où, pendant une consultation, un nouveau-né qui a la tête très très grosse, ou un nourrisson de 3 mois, 4 mois, 6 mois, qui a eu des problèmes peut-être à la naissance ou qui a eu une méningite. Et maintenant, la maman vient avec la tête qui commence à vraiment prendre du volume. Souvent, ces bébés, les mamans cachent même son visage avec un foulard. Maintenant, c'est grâce même à la fontanelle que le bébé n'a pas encore sombré. Parce que la fontanelle permet que le cerveau de l'enfant est, on peut dire, extensible. Donc, lorsqu'il y a beaucoup d'eau, au lieu que ça entraîne peut-être des complications vraiment graves, à cause de la fontanelle, la tête va plutôt grossir, au lieu plutôt que l'enfant tombe dans un coma, par exemple. La fontanelle en elle n'est pas un problème. Même si elle est bombée, même si elle est très très déprimée, au point où elle est presque plate ou bien sèche, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est la maladie que l'enfant présente. Mais en elle-même, on ne va pas la manipuler. Vraiment, les cas où on manipule la fontanelle sont très 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 rares. Par exemple, on peut faire une échographie transfontanellaire. Chez les enfants qui ont souffert à la naissance, on peut faire une échographie. Ça veut dire que c'est sur la fontanelle que l'échographe va mettre
sa sonde d'échographie, mais sans la percer. On peut aussi faire une ponction au niveau de la fontanelle, mais ça, c'est les neurochirurgiens qui le font. Dans des cas extrêmes où l'enfant a vraiment une grosse tension au niveau de la fontanelle, peut-être parce qu'il a l'hydrocéphalie, c'est-à-dire beaucoup d'eau dans la tête. Mais c'est des cas très rares. Généralement, on ne fait rien de la fontanelle. Lorsque le bébé guérit, la fontanelle redevient normale, c'est-à-dire plane et molle. Et normaux temps. C'était là notre rubrique mots d'enfant avec la pédiatre Sandrine Mendouga. Place à présent au cri de cœur. Ce soir, c'est un parent désemparé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir SOS Parents, je suis un fidèle téléspectateur de votre émission. Je suis avec beaucoup d'attention les conseils des experts. Je vous écris ce soir parce que j'ai constaté que ma fille de 8 ans, en classe de CE2, régresse à l'école. Ses notes sont vraiment mauvaises, de 16 de moyenne au premier trimestre. Elle est revenue avec un 12. Le trimestre dernier, je crois que la situation s'empire. Jusque-là, très indépendante, motivée, assidue, elle manifeste de moins en moins d'intérêt pour l'école. J'ai essayé de discuter avec elle, mais elle semble ne pas comprendre. J'ai engagé un répétiteur, mais elle a manifesté très peu d'intérêt. Et la situation est aussi chaotique à la maison. Nous ne la reconnaissons pas déjà bien ordonnée, correcte dans sa façon d'agir et même de s'exprimer, autonome et débrouillarde. Elle devient chaque jour un peu incontrôlable. Ne fait pas ses tâches à l'heure, fait le bébé et choisit de porter ses anciens vêtements. Je ne comprends plus rien. Sa mère n'arrête pas avec les punitions. Sauf que j'ai le sentiment que ça fait très peu d'effet. J'aimerais que les experts me donnent quelques conseils pour comprendre ce qui se passe dans la tête de mon enfant. Serait-elle déjà en période pré-pubertaire? Voilà, c'est le cri de cœur d'un parent. Monsieur Goumla, quelle est votre première réaction? Il y a un mot qui m'a interpellé, autonome et débrouillade. À 8 ans, est-ce qu'on estime que l'enfant est autonome? Je crois qu'il faudrait déjà que le parent puisse évaluer déjà cette qualification qu'elle accorde à son enfant. À 8 ans, l'enfant est en pleine croissance. L'enfant est en plein développement et a besoin des parents, des adultes, des personnes qui l'encadrent et qui la soutiennent dans son évolution. Peut-être l'idée c'est, comme on a estimé qu'elle est autonome et débrouillarde, alors on l'a lâchée pour se concentrer sur les autres. Et ainsi, elle a senti cette rupture affective-là entre sa mère et elle. Et pour dire qu'elle en a besoin, qu'elle en a marre, ou qu'elle est en colère, ou qu'elle est frustrée par cette rupture, alors elle met en place un ensemble de comportements qu'on voit à travers ces notes qui, soudainement, parce que soudainement n'existe pas dans le comportement. Un acte n'est jamais soudain. Un acte ne tombe jamais du ciel. Un acte se construit. Pour qu'une personne, un être humain, en vienne à produire un acte, qu'il soit nocif, dangereux ou bienveillant, alors c'est un acte qui a été construit. Maintenant, le parent doit savoir écouter l'enfant. Les brimades, par rapport à quoi les brimades? Les brimades pour que les notes évoluent, les brimades pour qu'elle se réconcilie avec elle-même, les brimades pour qu'elle verbalise. C'est quoi l'objectif des brimades? Les brimades ne sont pas faits juste pour dire brimade, parce que comme brimade existe, alors utilisons brimade. Non. La question c'est, de quoi souffre réellement l'enfant? Quelle est la difficulté réelle de l'enfant? On peut voir la difficulté pédagogique au niveau de ses habiletés cognitives. On peut voir ça là. On peut voir la difficulté au niveau familial, parce qu'on dit elle ne fait plus ses travaux, elle ne fait plus les tâches qu'elle faisait spontanément. Ça veut dire que le premier lien que je verrais, c'est les parents, la mère et le père. Souvent on dit les parents, dans les parents on aime bien mettre la mère. On coupe le père, comme si les parents, le père était absent. Les parents doivent être les parents, c'est-à-dire père et mère. Si père et mère ne sont pas là, ce sont les adultes qui veillent sur l'enfant. Parce que les donneurs de soins ne sont pas nécessairement les géniteurs ou la génitrice. Alors, il faut que les parents puissent
discuter déjà entre eux de qu'est-ce qui s'est passé du moment où l'enfant était assidu et produisait de bonnes notes et du moment où l'enfant soudainement, d'après eux, serait devenu moins assidu, que ce soit à l'école, que ce soit à la famille. Donc il faut pouvoir reclarifier tout ça parce que une mère s'est vite sentie qu'est-ce qui en fait se passe. Elle a donné un élément de réponse. Elle dit, serait-elle en phase prépubère? Serait-elle? Ça veut dire que intuitivement, elle sent quelque chose. Alors, si elle commence déjà à faire cette formule-là, alors il faut peut-être qu'elle commence à se dire, est-ce que les questions liées à la sexualité, est-ce qu'au sein de la famille, on en parle? Comment on en parle? Dans quel cadre on en parle? Est-ce que les questions liées à son rôle, parce qu'il faut aussi faire comprendre à l'enfant que son rôle est important pour le bien-être de la famille. On a besoin d'elle pour que la famille se sente bien, pour que la famille évolue. Elle fait partie intégrante de la famille. On a besoin de son apport. Et elle aussi besoin de notre apport. Donc il faille que chacun fasse ce travail-là pour que la cohésion naisse, pour aider chacun, l'un et l'autre. Coach, comment aider cet enfant à ne plus faire le bébé? La première des choses, c'est d'être conscient de la situation, comme ça a été très bien expliqué ici. Qu'est-ce qui fait ça? Quand l'enfant fait le bébé, ça veut dire que l'enfant a besoin d'affection. Mais pourquoi votre enfant manque d'affection? Est-ce que alors, par exemple, vous ne seriez pas là? Est-ce que vous ne donnez pas assez d'affection? Vous savez, on dit du berceau à la tombe, on a tous besoin d'amour. Hein? Pourquoi votre enfant fait le bébé? Posez-vous la question. Peut-être que justement, vous ne donnez donc pas assez d'affection. Trouvez du temps pour votre enfant. Réservez un temps pour lui. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que donner l'affection change de forme selon la tranche d'âge de l'enfant. Donc, si vous avez un enfant de 8 ans, ça ne vous demande pas de la porter sur le dos. Peut-être rester avec elle, jouer, échanger, qu'est-ce qui se passe à l'école. Si vous êtes une femme et que c'est une petite fille, pendant que vous êtes à la cuisine, bon, qu'elle épluche l'ail, juste pour qu'elle sente qu'elle a passé un peu de temps avec sa mère. Pour un enfant, c'est déjà quelque chose. Donc, trouvez un moyen pour lui ajouter de l'affection. Maintenant, quelquefois aussi, c'est une jalousie. Vous n'avez pas dit, ou je ne sais pas si j'ai pas bien suivi, est-ce qu'elle aura un petit frère, une petite sœur? Est-ce que l'enfant ferait le bébé parce que vous donnez beaucoup plus d'attention à son cadet, au point de la négliger, disant, comme on dit en Afrique, elle est déjà grande, il faudrait aussi veiller à ça. Maintenant, le temps que vous allez passer avec votre enfant, que ce soit un temps de qualité, que ce soit un temps que vous avez tout à elle. Et pendant ce temps, essayez d'entrer dans sa vie. Ne faites pas l'inquisiteur, posez des questions, mais vous-même partagez aussi des petits instants de votre vie pour qu'elle dise que moi aussi, un jour, voilà aussi ce qui s'est passé, ainsi de suite. Donc, le temps que vous allez passer avec votre enfant va permettre de resserrer les liens, mais vous, ça va vous permettre d'observer où peut être le problème. Si dans ces conversations, elle se plaint toujours de son petit frère, ça vous permet d'avoir une indication que peut-être qu'elle ferait une crise de jalousie par rapport à l'attention que vous donnez à son petit frère. Il y a certains enfants plutôt qui se sentent grands. Moi, par exemple, un jour, ma fille est venue se plaindre chez moi que son cadet, mon fils, ne la respecte pas et que moi, j'encourage ça. Or, elle avait un âge où, à mon avis, ce genre de choses ne l'intéressait pas, mais elle avait besoin de se sentir grande parce que le garçon aussi, avec son instinct masculin, avait tendance à s'imposer. Elle aussi voulait montrer que non, même si elle est une femme, mais elle est la fille, c'est elle qui est devant. Donc il y avait une crise de leadership qui se passait et moi je ne voyais pas. Donc c'est pour dire que quand vous êtes proche de vos enfants, vous allez voir certaines choses et c'est ça qui va vous permettre de résoudre le problème. Est-ce que l'enfant serait en âge prépubère? Oui, ça dépend. Chez certains enfants, c'est 8 ans, d'autres 9 ans, 10 ans. Peut-être ce serait un enfant précoce. Mais vous savez, aujourd'hui, nos enfants n'ont pas besoin d'être pubères, prépubères, ainsi de suite. Nos enfants ont une grande ouverture d'esprit du fait qu'ils se frottent aux médias, sur Internet, ainsi de suite. Ils sont en contact avec d'autres courants de pensée qui font qu'ils sont grands, même si leur âge est petit. Donc, peut-être votre enfant commence à réagir comme un enfant qui est en puberté alors qu'elle ne l'est pas encore. Donc, ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir l'œil pour mieux savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre enfant et l'accompagner pour traverser en fait cette étape dans la douceur. Coach, à l'école, c'est la dégringolade au niveau des notes. Est-ce qu'il faut échanger directement avec cet enfant? Bien sûr qu'il faut échanger avec l'enfant, mais beaucoup plus avec les enseignants.
Qu'est-ce qui se passe à l'école? Avant, l'enfant avait de bonnes notes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que subitement elle est devenue bête? Est-ce qu'à l'école, il y a quelqu'un qui la menace? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la raquette? Il y a tellement de violence à l'école. Est-ce que l'enfant aurait vécu quelque chose qui l'a traumatisé? Est-ce que quelqu'un l'aurait menacé? Moi, je vous conseillerais de faire un tour un peu à l'école de l'enfant là. Si le maître ou la maîtresse a enseigné, l'enfant avait de bonnes notes, pourquoi c'est le même maître et puis l'enfant n'a pas de bonnes notes? Donc, allez faire un peu un tour. Maintenant, une chose que les parents ne font plus beaucoup, mes amis, fouillez le sac de l'enfant. Prenez le sac de votre enfant, renversez-le sur la table entièrement. Commencez à remettre les choses une à une, feuilletez, regardez. Vous pourriez être surpris, peut-être à cause de tout ce problème se trouve dans le sac de l'enfant. Tous les jours, c'est là à la maison et puis vous cherchez ailleurs. Donc, impliquez-vous un peu plus. Je sais que ce n'est pas évident parce que la vie difficile d'aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Nous aussi, nous sommes des parents, mais trouvez un peu de temps pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, autre chose que vous pouvez faire, impliquez-vous dans le sens de l'accompagner dans les répétitions. Est-ce qu'on a donné un devoir? Quel était le devoir? Est-ce que ça a été fait? Commencez à regarder. Si ça n'a pas été bien fait, ne vous précipitez pas à corriger pour que l'enfant vous quitte devant les yeux. Renvoyez l'enfant bien fait. Renvoyez l'enfant. Et si vous le faites petit à petit, vous allez voir que les notes vont revenir. Et la dernière chose, c'est que si l'enfant a le moindre petit progrès, il faut encenser, il faut féliciter, il faut en parler même à ses frères pour qu'elles se sentent valorisées. Et pour vouloir encore cet amour, cette appréciation, à votre avis, elle va faire quoi? Faire encore plus. Donc, si vous vous impliquez dans la vie de cet enfant, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rattraper. Monsieur Goubla, vous vouliez ajouter quelque chose pour aider ses parents? Oui, parce qu'il faut vraiment que les parents s'impliquent dans le cas de l'école pour l'enfant. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de parents qui laissent le répétiteur devenir le parent de l'enfant. À l'école, j'ai connu une histoire un peu malheureuse. Là, c'est l'enfant avait créé presque un gang au CE2. Un gang où c'était 3 filles, où c'était elle qui semait la terreur. Et il a fallu que moi, je descende en tant que répétiteur pour constater les dégâts, venir signaler à la dame pour dire, mais madame, il faut que vous alliez gérer le problème. Oui, j'ai compris, vous voyez que, oui, j'ai fait... Là, qu'allez-vous faire? La forcer? Non, vous ne pouvez pas. Tout ce que vous pouvez dire, c'est de dire, madame, il faudrait vraiment prendre le problème au sérieux. Donc, il y a parfois, c'est ça. Parfois, c'est qui accompagne aussi l'enfant. Parfois, l'enfant, quand il entre à l'école, il regarde, il voit tel et tel, les parents sont venus, ma part ne vient jamais. Tel... Il y a souvent des petits actes comme ça, d'une banalité, c'est-à-dire que vous n'avez rien vu d'extraordinaire, mais tellement ça a heurté l'enfant. Et pour vous démontrer que l'enfant se sent mal et frustré, alors on voit comment les nôtres commencent à empathie. Mais ce qui est sûr, il faut se rapprocher de l'école pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et c'est sur ce que nous allons refermer cette édition. Merci, coach, pour votre contribution. Merci, monsieur Goumla. À vous à la maison, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de production, chapeautée par Georgette Jimdo, qui s'est mobilisée pour la réalisation de ce programme. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.